Si vous aussi à l'époque, lorsque vous parliez de Jujutsu Kaisen à un fan, il vous répondait Quoi, Shibuya? Mais c'est la frappe cosmique, frère! Masterclass absolue, gros! À n'en point douter que le Big Free est jaloux. je pense que vous voyez le type de personne que c'est. Vous vous disiez sans doute qu'il s'agissait là d'un fou d'une énième communauté qui tentait désespérément de rallier de nouveaux disciples à sa secte. L'adaptation voit le jour, finalement, semaine après semaine. Le verdict est sans appel. Shibuya est en effet un succès phénoménal auprès des fans d'anime. Et surtout un gros succès commercial. Ça c'est Akutami après que l'arc soit publié. Shibuya a quand même réussi à être à la hauteur des attentes de la communauté. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est rare? Surtout avec l'immense engouement qu'il y avait autour et aussi dû au fait que l'œuvre est encore toute jeune. Comment se fait-il que pour une fois, un surplus de hype, la survente d'un arc par ses fans à l'ensemble de la communauté manga n'a pas empêché pour autant le grand public de l'apprécier et d'en faire même pour certains l'animé de l'année 2023? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo, car il s'agit de quelque chose d'assez exceptionnel. Pour l'occasion, petit outfit Toji Fushiguro. Ouais mais Toji il est pas chauve. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Je vous invite à vous abonner. Je suis le Sama et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un arc qui a bouleversé la fin de cette année 2023, le drame de Shibuya. L'arc du drame de Shibuya ne répond qu'à un seul mot d'ordre, toujours plus surprenant. Car en effet, l'arc ne fait que démarrer et d'entrée de jeu, quelque chose qui paraissait alors inconcevable, voire carrément impossible, se produisit. Le scellement de Satoru Gojo. Satoru Gojo, le plus fort des exorcistes, tombe dans le piège qui lui a été tendu et est alors scellé. Le but premier de l'arc, la quête principale, est de sauver cet homme. Imaginez un seul instant. Gojo a besoin d'aide. Gojo doit être sauvé. Il s'agit là d'une situation que l'on ne penserait voir que dans une fanfiction, et pourtant, c'est bien réel. Shibuya démarre merveilleusement bien en balançant sur le banc de touche l'atout ultime des exorcistes. Celui désigné comme le plus fort ne l'est finalement pas assez. Un choix scénaristique de l'auteur qui est tout simplement très bien pensé. Le plan des fléaux est déjà là un succès, ils ont un avantage plus que considérable sur la situation. En retirant Satoru Gojo de l'équation, c'est ça qui va justement rendre l'arc intéressant. Cela va permettre énormément de choses, que ce soit pour l'histoire ou pour l'auteur lui-même. Lui qui a un panel de personnages assez conséquent, c'est là premièrement l'occasion de les développer, voire d'en introduire d'autres et d'assister à des power-ups bien shonen. Mais surtout l'intérêt de ce choix, c'est de montrer aux spectateurs et lecteurs comment ferait le monde de l'exorcisme pour affronter des ennemis de cet Akabi si Deus Ex Machina n'était pas là. Satoru Gojo, vous l'aurez compris. Et encore, si Gojo lui-même n'a pas été apte à arrêter les grands méchants, comment nos héros, eux, vont-ils y parvenir? L'œuvre se révèle. Ce que j'entends par là, c'est que le ressenti que l'on a avec cet arc Shibuya, c'est que c'est à partir d'ici que l'auteur commence vraiment à nous plonger dans son univers. Qu'avec cet arc, il puisse enfin raconter ce qu'il souhaite raconter dans son œuvre. Si l'on fait un parallèle avec la saison 1, l'auteur introduisait son univers, mais il s'est plutôt contenté de rester sur une base shonen très classique, sans aucun doute à cause des éditeurs. Ou alors simplement l'auteur nous a volontairement trollé, en nous laissant croire que Jujutsu Kaisen était une histoire qui sortait un peu de la norme, alors qu'en réalité, il prévoyait d'en faire une histoire surprenante qui allait venir réécrire les codes. À l'origine, le chapitre 0 était censé être une sorte de manga horreur, mais a dû être repensé et modifié. Après le succès de la saison 1, forcément on lui a donné carte blanche. Poto, fais-toi kiffer. Et croyez-moi, lorsque l'on analyse cet arc, on n'est plus sur la même histoire. Et la suite du manga que je connais approximativement confirme encore plus mes dires. Shibuya, c'est ce genre de gros arc qui, sur le papier, doit permettre au héros d'évoluer, de faire ses preuves en tant que héros de l'œuvre, se révéler réellement comme l'ultime sauveur de son univers. Le final de ce genre d'arc se doit d'être une conclusion où le héros est acclamé, se sent plus déterminé que jamais et s'apprête à changer la face du monde. Sauf qu'en réalité, ce sera tout le contraire. Le personnage principal sera considéré comme l'ennemi à abattre à la fin de l'arc. Yuta Okotsu, présenté à l'origine même comme le premier héros de l'œuvre, sera carrément de retour pour se charger de son cas. Mais il y a bien un changement. C'est effectivement le cas avec le personnage de Yuji qui va clairement subir une métamorphose et même évoluer. Un protagoniste enfin respecté.
tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, se fout de la gueule de Yuji en disant qu'il n'est pas un bon protagoniste. On te déteste! Eh bien je pense que la plupart ont dû retourner leur veste avec cet arc. Car le personnage a subi un changement radical. On n'est plus sur le jeune exorciste un peu débile qui était en même temps sans l'être sur le devant de la scène. On est là sur une évolution très différente du genre shonen neketsu classique qu'a pu nous servir la première saison. L'évolution par la souffrance. C'est ce qui va faire que le personnage de Yuji va se surpasser. Le traumatisme, la haine, la mort, tous les nombreux chocs psychologiques qu'il va subir à Shibuya. Uniquement des choses ou émotions négatives car elles sont beaucoup plus intenses. Au point où chez nous, spectateurs, on a entrevu ces émotions en nous lorsque l'on a visionné l'arc. Et c'est là la force de Yuji. Plus il vit des situations de ce genre, plus il subit de traumatismes et plus il devient fort. Même si ce n'est aucunement de sa faute si Sukuna a fait un carnage, il l'a accepté et a continué d'avancer. A contrario d'un protagoniste shonen classique qui va évoluer en se découvrant un pouvoir caché, un power-up iconique, Yuji, non. Il fait les choses autrement. Et je sais que vous allez me dire, mais pourtant, on apprend qu'il est le frère de Sanchozo, donc logiquement, il est en partie fléau. Il est vrai. Qui viendrait expliquer alors sa grande force physique et le fait qu'il arrive à partiellement contrôler Sukuna. Donc en réalité, on est quand même sur un protagoniste qui respecte un peu les codes du shonen classique, dans le sens où le personnage de Yuji du coup est à moitié fléau, donc il est spécial, un peu à la manière d'Ichigo qui est le métis ultime. Mais là où Yuji dans cet arc a réussi à nous prouver sa valeur, c'est qu'il nous a fait comprendre qu'il n'a pas besoin de Sukuna pour se battre. Qu'il n'a pas besoin de lui pour être un exorciste de renom, et un sérieux frein aux ambitions des fléaux. Le même héros qu'on a vu pleurer comme un faible lors d'une de ses premières missions, se relève et continue de se battre encore dans cet arc malgré toutes les horreurs qui se sont déroulées devant lui. Son senpai Nanami est mort sous ses yeux, sa camarade Nobara est au bord du précipice également. Et tout ça à cause d'un seul ennemi. Mahito. Carrément, oui, je lui dédie une partie de la vidéo, car dans cet arc, malgré le fait qu'il intervienne très tardivement dans celui-ci, le personnage a réussi à incarner d'une très bonne manière son rôle d'antagoniste. Il a été fait pour être détesté et il y arrive parfaitement. Mais surtout, à partir du moment où il intervient, c'est là que l'arc revient, avec cette fois-ci non pas du sensationnel, mais quelque chose d'assez indescriptible. Il est là pour une chose, une seule, troubler, dévorer l'esprit de Yuji. Lui prouver qu'il a raison, qu'il n'a pas besoin d'ambition pour agir, et aussi venir lui-même se conforter dans sa position en se disant que c'est la bonne chose à faire, puisque ça le réussit. Et après qu'il ait justement réussi à faire susciter en nous une grande haine à son égard, celui-ci reçoit un karma rempli d'une satisfaction énorme. On est pareil. En ayant rempli toutes les conditions pour être un méchant que l'on déteste, Mahito, qui était jusqu'à présent l'un des grands méchants de l'œuvre, se voit ridiculisé, humilié, et fuit tel l'être pathétique qu'il est en réalité. Et c'est en voyant les rôles s'inverser, en voyant que Yuji apparaît face à lui comme le fléau s'apprêtant à lui niquer sa rhum, vide de toute considération envers lui, et lui qui court la queue entre les jambes, tels les humains qu'il aime martyriser. L'auteur donne là une satisfaction ultime au spectateur, en plus de donner au personnage de Mahito une fin totalement méritée. La composition de Shibuya. Lorsque l'on s'attarde sur la construction de l'arc, eh bien, très vite celui-ci dévie de la suite logique qui aurait pu être attendue. Et c'est surtout là la force de Shibuya. À chaque fois que l'on pense que la tension redescend, elle remonte l'épisode d'après et à un stade supérieur. Cet arc se veut être captivant du début à la fin, et c'est effectivement le cas. Au point où le sauvetage de Gojo, on n'en a plus rien à faire. Limite on l'a oublié parce que ce qui se passe à Shibuya est bien plus prenant. Mais comment se fait-il que l'arc ait réussi à s'accorder avec ce qu'il voulait être à la base? Eh bien tout simplement parce que le premier mot d'ordre de l'arc, comme je l'ai dit précédemment, c'est toujours plus surprenant. Et à ça on peut rajouter dans la formule aléatoire. Car oui, par moments les événements de l'arc partent dans tous les sens et sont carrément aléatoires. Il n'y a pas de réel fil conducteur, de trame ou de logique à ce que ces événements aient lieu. Si ce n'est la bagarre. Ah mais là, je pense premièrement à un épisode qui correspond très bien à ce que je décris ici. Makora face à Sukuna. Megumi en difficulté face à ce mec, même si à l'heure actuelle je n'y crois toujours pas. De nulle part nous parle de sa technique des 10 ombres et de son Shikigami le plus puissant. Makora, qui apparemment n'a jamais pu être maîtrisé depuis l'existence même de cette technique, et tout en sachant pertinemment cela, il va quand même l'invoquer pour qu'on ait droit à plus de bagarres. On se remet à peine du combat entre Jogo et Sukuna de l'épisode d'avant qui était super stylé, que l'épisode qui suit, boum, un fight qui restera l'un des meilleurs de la saison. Et Akutami a tout de
même réussi à faire paraître cela moins sorti de nulle part, et habilement en plus. Il va remettre sur la table l'intérêt que Sukuna porte à Megumi en le faisant intervenir pour qu'il règle, entre gros guillemets, ce problème qu'est Makora. Et surtout, ce qui a rendu le tout intéressant, c'est que Makora met en difficulté, du moins fait jeu égal avec Sukuna, qu'on vient de voir soulever Jogo violemment l'épisode d'avant. Et pour continuer dans mon raisonnement dans cette construction scénaristique aléatoire, je peux aussi évoquer la réapparition de Toji Fushiguro, mais qui pour le coup, elle, est un petit peu ratée. Je m'explique. Toji, c'est mon personnage préféré dans l'œuvre, je tiens à le préciser tout de même. Totem d'immunité. En fait, le retour de Toji sur le papier, c'est une dinguerie. Lui qui nous avait marqué lors de ses combats face à Gojo revient, et cette fois-ci, pour faire logiquement un carnage. Il se fait invoquer par une exorciste nécromancienne qui incarne son corps et sa force, et non son âme, dans le corps de son petit-fils, qui apparemment ne l'est pas vraiment. Il vagabondera dans le quartier là où bon lui semble, et pourtant, il n'a pas influencé plus que ça la suite des événements. Et retournera aussi vite dans sa tombe qu'il n'est arrivé, en se confrontant à son fils. Et je pense qu'à partir d'ici, l'auteur ne savait clairement plus quoi en faire. Et si ces événements nous ont autant marqué, nous spectateurs, c'est parce qu'ils viennent en partie aussi répondre à nos questions, et ce de manière fanservice. Que donnerait la rencontre entre Toji et son fils? On a eu la réponse. Quelqu'un sera-t-il en mesure de tenir tête à Sukuna maintenant qu'il a recouvré une grande partie de sa force? Nous avons eu également la réponse, même si au final il l'a bouffé. Mais surtout que Shibuya, c'est un arc où les gentils, le camp du bien, va perdre. Et c'est là que tu comprends que Jujutsu Kaisen, c'est pas une œuvre qui est là pour faire bonne figure. L'auteur n'a pas peur d'envoyer ses personnages au cimetière. Il en est quand même venu à tuer Nobara, l'un des membres du trio phare de son shonen. Ce qui était là une action au même titre que le scellement de Gojo, quelque chose de clairement impossible à prévoir. L'auteur nous fait comprendre qu'il s'amuse très clairement avec ses personnages, que ce ne sont là que des outils dont il se sert et qu'il manipule à sa guise. Le drame de Shibuya vient réécrire les codes du shonen, apporter un aspect plus sérieux, plus mature, mais surtout un côté ainsi qu'une morale plus réaliste. Tu auras beau faire autant d'efforts que tu veux, tu auras beau être le personnage principal, ce n'est pas pour autant que tu pourras te sortir de chaque situation périlleuse seulement par ta simple volonté de vaincre. Au lieu de voir nos héros réussir à sauver Satoru Gojo, ce qu'on voit, c'est que la situation les dépasse totalement. Un trop grand nombre de contraintes se dressent sur leur route, et ils n'arriveront finalement jamais au 5e sous-sol, là où se trouve leur sensei, mais aussi celui qui tire les ficelles de tout ce carnage. Les rôles sont inversés. Très clairement dans cet arc, on assiste à ce qu'on pourrait appeler une inversion des rôles. En effet, il s'agit de mettre plus la lumière, l'accent sur les méchants, leurs capacités ainsi que leur motivation. Ce sont eux les personnages sur qui on va en apprendre le plus. Et pour certains, ce sont même eux qui vont se révéler à l'écran. On parlera surtout de Jogo, car selon moi, c'est le fléau sur qui on apprend le plus de choses. Jogo, parmi tout l'eau, j'admets qu'il est plutôt unique. Même pour son chara-design pas exceptionnel, et bien ce petit être est un personnage intéressant. Et parmi le groupe de méchants, c'était celui avec Hanami et Dagon, qui avaient des ambitions moins cruelles que Maito et le Fogeto. En fait, ces personnages-là se sont révélés être plus humains que l'on ne le pensait. Ces mêmes humains à qui ils ne souhaitent pas ressembler, mais bien prendre la place. Ces méchants-là ne sont pas réellement méchants, mais jalousent la liberté, ce qu'Eren cherche toujours, cette liberté dont les humains jouissent quotidiennement. De vivre dans l'insouciance, dans l'amour, entourés de leurs proches et de leurs camarades. Mais les fléaux, eux, sont pourtant capables de se réincarner à plusieurs reprises. Pourquoi jalouser des êtres qui ne vivent alors qu'une seule vie? Car Jogo et ses camarades ont conscience que leur vie, leur existence, est plus éphémère que les humains. Chaque vie qu'ils mèneront sera différente de la précédente. Ils ne seront plus les mêmes personnes, n'auront plus les mêmes intérêts et objectifs que dans leur vie actuelle. C'est comme si à chaque réincarnation, ils se voyaient être réinitialisés. Contrairement aux humains qui vivent une expérience unique qu'est la vie. Ce qui lui octroie automatiquement plus de valeur. Voilà donc le destin qu'ils redoutent, s'avérer n'être jamais vraiment eux. Et c'est pour cela qu'ils veulent non pas devenir des humains, car ils considèrent que ce sont des êtres ignobles, et que c'est chose impossible, mais bien les remplacer, en continuant de vivre cette existence actuelle qui leur est agréable, mais en plus des nombreux privilèges dont les humains, eux, peuvent jouir. Et oui, effectivement, nous sommes là sur des antagonistes intéressants. Et surtout que Jogo, Hanami et Dagon avaient de l'espoir. Et voir ces soi-disant ennemis finir de cette manière-là, tu as limite de la peine. Tu comprends que si le personnage le pouvait, il aurait agi différemment. Le petit Jogo, pour moi, il méritait pas son sort. Mais ça, l'auteur en a décidé autrement. Le voir partir les larmes aux yeux, car le roi des fléaux en personne a reconnu sa force. C'est là une fin idéale pour un personnage qui ne souhaitait juste qu'être reconnu à sa juste valeur. Une adaptation qui sublime le manga. Bien entendu, le scénario de l'arc est vraiment très bien, et ce qui l'a rendu encore meilleur avec cette adaptation,
c'est le studio MAPPA. MAPPA s'est surpassé et a produit une saison de qualité en y mettant des mises en scène et plans caméra que l'on ne retrouverait que dans les films d'animation en temps normal. Chozo versus Yuji. Sans déconner, a-t-on déjà vu un fight aussi bien foutu dans l'histoire de l'animation? Peut-être. On est tout de même sur un combat qui se passe dans des WC, un lieu clos où justement faire ressentir la puissance d'un personnage est plus complexe dû à l'absence de gros bâtiments explosés, et ça n'empêche pas que le combat est captivant. Tous les fans étaient comme des gamins de 8 ans, avoir des grosses patates de forain données avec un tel style. Mais on doit aussi ça au fait que Akutami s'est rentabilisé chaque putain de mètre carré de chaque putain de pièce dans un combat. Et c'est incroyable. Shibuya, comme je le disais, c'est un arc avec beaucoup d'émotions intenses. Et si déjà sur le papier à l'époque cela avait fait un carton monumental, que le fait de lui donner une adaptation, de donner vie à tous ces moments incroyablement intenses, allait être le succès assuré. Sans déconner, ils ont assuré. Et forcément, tout cela a un prix. Les animateurs étaient à chaque fois quelques heures de la diffusion des épisodes lorsqu'il les terminait. La charge de travail était si intense qu'ils en sont venus à s'exprimer sur les réseaux sociaux, ce qui est totalement compréhensible. Sur certains plans, on peut voir que le staff a dû prendre moins de temps à peaufiner les détails, ce qui est malheureusement dommage. On ne peut pas se permettre de leur jeter la pierre car ils ont fourni un travail monstrueux. Mais à présent, c'est que le problème avec cette saison 2, la suite, quant à elle, a tout intérêt à être aussi bien, voire encore meilleure. Car sinon la jolie communauté de fils d'huître qu'est Twitter ne laissera pas passer ça. Conclusion. Shibuya, on l'a survendu, mais est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est bien? Est-ce que Akutami est tout simplement trop fort? Oui, 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 et encore oui. Cet arc coche absolument toutes les cases, et malgré la fin que l'on pourrait lui reprocher, je vous invite à voir ma review sur le dernier épisode où je l'explique très bien, eh bien, cet arc, c'était du sensationnel. C'était épique, c'était Jujutsu Kaisen. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était tout ce que j'avais à dire. J'admets que j'aurais pu peut-être creuser un peu plus loin, approfondir peut-être certaines parties, mais étant déjà assez en retard comme ça sur la vidéo, je me suis contenté déjà de ce que j'avais fait. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Là, ça fait quasiment 1 heure que je tourne, j'ai envie de me tirer une balle. J'attends vos retours en commentaire et n'hésitez pas à lancer des débats, à débattre, à même à me contredire s'il le faut avec des arguments pertinents, ce sera un plaisir de les lire. Et d'y répondre pour vous mettre peut-être une petite agra aussi. Sur ce, c'était le Sama 2024 les gars. On va tout niquer. Et moi, je vous dis sayonara. Everything I love.